12 ans. Une vie construite sur des gratte-ciel et des contrats, des avions et des tableaux Excel. 12 ans de récompenses qui scintillent, de poignées de main et de coupes de champagne, et une absence si profonde qu'aucun coffre-fort ne l'avait comblée. Marc posa la main sur le bouquet, serré contre sa poitrine comme on serre un talisman, puis regarda la façade de la maison en adobe qui lui faisait face. Les volets étaient usés, la peinture craquelée par le soleil, une chèvre dormait à l'ombre d'un porche, un linge coloré séché sur une corde entre deux oliviers. Le monde dont il s'était détaché faisait encore entendre ses bruits, la radio d'une boutique, le rire d'enfants qui jouaient au loin, le claquement régulier d'une porte quand le vent s'engouffrait dans une ruelle étroite. Il descendit de la voiture de luxe comme on sort d'une autre peau. Le moteur ronronna, solitaire sur la place poussiéreuse. Marc n'avait pas voulu de chauffeur pour ce voyage. Il voulait sentir la démarche, l'allure embarrassée d'un homme qui revient après trop longtemps. Ses doigts tremblaient quand il fit glisser le bouquet de fleurs sauvages, choisi sans ostentation, et le posa sur la marche fissurée. Un rituel humble, un petit geste pour conjurer la catastrophe qu'il avait lui-même causée. Il entendit des voix avant de voir les silhouettes, deux garçons qui se poursuivaient sur l'herbe, leurs mouvements synchronisés comme l'écho d'une même respiration. L'un, plus grand, souriait sans retenue, l'autre, plus réservé, tenait un livre sous le bras et marchait en se repliant sur lui-même. Lorsqu'ils tournèrent la tête, le monde de Marc bascula. Les traits, la courbe du menton, l'inclinaison du nez, une marque discrète, une petite fossette, une mèche de cheveux rebelles, tout ramena à lui comme un miroir qu'on ne sait pas briser. Le garçon réservé leva la main, essuya son menton et s'arrêta, sa bouche s'étirant en une moue qui lui était étrangement familière. Il n'y eut pas de musique triomphante, seulement le bruit léger d'une abeille sur les fleurs. Marc sentit la gorge se serrer. Le bouquet glissa sur la marche et tomba, une pluie de pétales sur la poussière. Carmen apparut sur le seuil, ses mains encore marquées par le travail, les ongles cassés, une serviette roulée sur l'épaule. Elle avait vieilli d'une façon que les années à la ville n'auraient pas pu l'infliger. Pourtant, dans ses yeux brûlait la même tempête qui l'avait fait repartir de Marc quand il était parti. Quand leurs regards se croisèrent, la douleur et la colère prirent la forme d'un mot qu'elle n'aurait pas besoin de prononcer. Marc. Son prénom fut un coup sec, lâché comme un couperet. Il baissa les yeux, incapable de soutenir l'accusation silencieuse. Il avait appris au fil des années qu'il y avait des responsabilités qu'on ne pouvait absoudre. Il avait quitté, il le savait, pleinement, et tout l'or du monde n'en effacerait pas la trace. Il fit un pas, puis un autre, maladroit. Sa voix sortit basse, pleine de cet aveu qu'on ne peut plus taire. « Carmen, je suis venue pour parler, pour expliquer, pour demander pardon. » Elle fit rire, amère, bref. Pardon. 12 ans de pardon. Très pratique pour un homme riche. Il chercha une défense, un argument qui n'existerait jamais. Les mots qui avaient construit ces empires financiers sonnaient creux ici. Aucun bilan, aucun graphique n'aurait de sens. Alors Marc se contenta d'être petit devant elle. Une posture qui lui était étrangère, mais vraie. Un silence tendu s'installa, seulement troublé par les rires des enfants qui n'imaginaient pas encore le tremblement de la terre sur lequel ils jouaient. Carmen se détourna, ramassa le bouquet et le jeta presque sur la table de la cuisine, non par mépris pour les fleurs, mais parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Elle prit une voix tranchante et contrôlée, comme pour fermer une blessure sans la laisser suinter. « Que veux-tu, Marc ? Tu peux me laisser tes cartes de visite à la sortie. » Elle appela les garçons d'un ton qu'il connaissait bien, celui d'une mère qui ordonne, qui protège. Il revint, un peu inquiet, tâchant de comprendre qui était l'homme inconnu qui avait posé des fleurs sur leur seuil. Marc resta en retrait, conscient que chaque pas vers elle serait scruté, possiblement rejeté. Monsieur Bernard, le voisin, passa sa tête par-dessus la palissade en bois. « Eh bien, si ce n'est pas Marc Duval ?» fit-il d'un air goguenard. « Je pensais que c'était un fantôme. Tu reviens pour quelles affaires, Marc ? Les récoltes n'ont rien à te vendre ?» La moquerie de Bernard eut l'effet d'une piqûre. Marc sentit la honte monter comme une marée. Il n'avait pas seulement fui un foyer, il avait laissé des dettes morales dont il ignorait encore l'ampleur. Il voulut répondre, mais Carmen le coupa. « Tu vas repartir quand t'auras fini ton numéro. On n'a pas besoin de ton argent ici. » Les enfants observaient, curieux. L'un d'eux, le plus confiant, avança, commença à parler sans réfléchir, sa voix limpide. « Maman, qui c'est celui-là ? Il sent la voiture bizarre, on dirait quelqu'un de la ville. » Le garçon regarda Marc de haut en bas comme on jauge un marché. Marc crut perdre son équilibre. Il s'approcha d'un pas, repensant à chaque décision qu'il avait menée là.
Carmen le fixa, son visage redevenu impénétrable. Mais sa main se posa sur le dos de l'enfant comme pour le protéger d'un futur dont elle n'avait aucune confiance. Ce qu'il voyait ensuite confirmait tout à la fois son choc et sa peur. Le garçon réservé se frotta machinalement le menton et montra une petite marque, une cicatrice en forme de demi-lune sous le lobe. Marc devait se rappeler qu'il lui-même possédait cette marque. Il se souvenait l'avoir eue depuis l'enfance. Souvenir d'une chute sur la terrasse de ses parents, une trace que la vie n'avait jamais complètement effacée. C'était infime, banal. Et pourtant, dans le contexte si précis de ce visage juvénile, cela faisait un nœud au fond de son estomac. Monsieur Bernard s'approcha, les mains dans les poches, un sourire entendu. « Si ça se trouve, dit-il doucement pour que tout le monde entende, ces gosses ont la même marque que toi, Marc. Le monde aime les coïncidences. » Le silence se fit. Aucun ne dit le mot « père ». Pourtant l'air vibra de la question, comme une note retenue. Marc sentit la chaleur lui monter au visage. Il avait imaginé ce moment 1000 fois, souvent dans des rêves trop tardifs, mais jamais il ne s'était préparé à l'affleurement de ses regards d'enfant, qui d'un seul trait semblait revenir d'une partie de sa vie qu'il croyait perdue. Il recula d'un pas. Carmen croisa les bras, non par orgueil, mais pour se protéger. Son regard ne cherchait pas la compassion, il cherchait des preuves que l'homme en face, qui avait préféré l'expansion à la présence, n'allait pas revenir pour la mise en scène. « Comment tu t'es permis, dit-elle enfin, la voix basse mais coupante, de partir comme ça ? Tu savais que tu partais, et tu es parti. Et puis quoi ? Tu reviens pour jouer au père comique ?» Marc sentit la morsure des mots. Il posa la main sur le bouquet, imaginant ses doigts effleurant la peau des enfants. Il songea à cette époque lointaine où il avait imaginé que l'argent permettrait de tout réparer. Aujourd'hui, il savait mieux. Sa richesse ne pouvait pas effacer les 20 000 petites évidences quotidiennement laissées sans réponse. Dîner manqué, anniversaire sans père, questions au dîner répondues par l'invention d'histoires. Carmen avait bâti un monde fait de mensonges protecteurs pour éviter l'effarement d'enfants abandonnés. « Je suis venu pour être honnête », dit Marc d'une voix qui tenta de rester claire. « Je ne demanderai rien. Je veux juste être là. Si tu refuses, je comprendrai. Mais je ne veux pas te voler tes mots ni tes gestes. Je veux seulement réparer comme je peux. » Elle le fixa, longuement, comme pour sonder l'abdomen d'un bateau répandu. La colère, la fatigue, la protection, toutes se mêlaient en elle. Elle n'éclata pas en colère spectaculaire. Au lieu de cela, elle poussa un soupir lourd. Des réparations. Tu crois que l'on répare une vie comme on recolle une assiette cassée. Tu l'as faite voler par la fenêtre, monsieur Duval. Tu viens avec des fleurs et tu prétends la recoller. Il acquiesça, sans défense. Les fleurs n'étaient pas la réponse. Elles n'étaient qu'un geste d'homme qui cherchait un point d'entrée vers une vérité. Il n'avait pas planifié autre chose que d'offrir un début, modeste, de contrition. Il n'avait pas de discours familial soigneusement préparé, ni de notes sur comment racheter 12 ans de silence. La directrice de l'école, Madame Patricia, surgit alors, appelée peut-être par les enfants ou par la rumeur. Elle était solide, avec des cheveux gris savamment attachés et une façon de s'exprimer qui rendait la vérité ordinaire. Elle salua Marc sans cérémonial. Sa voix posa une évidence. « Carmen, je peux peut-être vous aider à clarifier tout cela. Nous avons des copies d'inscription. Si ces garçons sont là 12 ans, nous pouvons vérifier. Mais les enfants, on ne les blesse pas avec des mots d'adultes. Laissons-les tranquilles. » Carmen secoua la tête. Elle refusa. Non pas à la demande d'aide, mais à l'idée que la vérité arrive sur la table comme un plat que l'on sert sans feu. Elle prit les enfants par la main et, d'un geste ferme, les guida vers l'intérieur, fermant la porte avec une clé qu'elle tint visiblement pour se souvenir qu'il y avait des frontières à tracer. Marc resta sur le pas, seul, et le village redevint un tableau vivant autour de lui. Le potager d'une voisine, la balançoire grinçante, un chien qui aboyait au loin. Il sentait son monde divisé en deux, la ville qu'il avait élevée et le village qu'il avait vu grandir autrement. Il se surprit à regarder la maison comme on regarde une relique, non pas la sienne, mais celle qu'il avait abandonnée. Il prit une décision brusque, au fond d'une nuit sans lune. Il ne repartirait pas encore. Il ne reviendrait pas avec des promesses ronflantes, mais avec la détermination de prouver qu'il était présent. Il savait que cela voudrait dire humilité, travail et acceptation du rejet pendant longtemps. Il prenait la responsabilité sans en attendre le pardon immédiat. C'était la seule chose qu'il pouvait promettre. La première nuit, il dormait dans une petite chambre louée auprès d'une dame du village qui tenait une auberge pour travailleurs saisonniers. Le prix était modique et la chambre modeste. Une table, une chaise, une couverture tricotée, un crucifix dans le coin. Il eut le sentiment qu'il avait jamais eu si peu, et pourtant ce peu était lourd de conséquences, de présence à déployer. Il pensa aux enfants, il pensa à Carmen. Le regret le tint éveillé comme une ombre chaude. Le lendemain, il commença à agir sans bruit. Pas d'investissement ostentatoire ni de cadeaux clinquants,
Il avait appris à ne pas confondre argent et rédemption. Il se leva tôt et se présenta à l'école, demandant à rencontrer Madame Patricia. Il mit en avant sa volonté de contribuer aux activités scolaires, de proposer des ateliers de lecture, d'acheter des fournitures si cela pouvait alléger quelques soucis matériels. Madame Patricia écoutait, l'air prudent mais pas fermé. Un sourire fugace passa sur son visage, puis disparut. « Nous avons besoin d'aide, admit-elle enfin, mais nous avons aussi besoin de garanties pour les enfants. Pas d'arrivée fracassante, pas de promesses qui s'évaporent. Si vous voulez aider, faites-le à votre manière, discrètement. Les enfants doivent sentir que vous n'êtes pas un tourbillon de promesses. » Marc accepta et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit la force d'une patience contrainte. Il commença par des gestes simples et concrets, acheter des sacs de farine pour la cantine, remplacer un filet de football déchiré, offrir des livres pour la bibliothèque de l'école. Il se présenta, sans fanfare, aux entraînements du samedi où les garçons jouaient. Il restait en retrait, les observant courir, s'orientant, comme s'ils étaient déjà à sa mesure. Lucas, le plus expansif, remarqua vite l'homme assis sur une caisse à l'écart. Il s'approcha, essoufflé, le visage empourpré. « Eh, tu veux jouer ?» dit-il, essuyant la mousse de sueur sur son front. Marc sourit, maladroit mais sincère. « Je ne peux plus courir comme vous, répondit-il, mais je peux passer le ballon. » Le garçon lança un coup d'œil vers l'homme discret qui l'accompagnait, puis leva les épaules, comme s'il décidait qu'on pouvait accepter les inconnus aux règles floues. Ils jouèrent, sans plus de paroles. Le contact fut simple, authentique. À la fin, lorsque Lucas fit une petite chute et que Marc s'empressa d'aider à relever, il sentit une connexion effleurer l'épiderme de sa vie. Le garçon lui sourit, un sourire sans calcul, et cela fit un écho douloureux à toutes les occasions manquées. Noah, le plus réservé, restait en retrait avec son livre. Il observait avec curiosité, griffonnant peut-être une image qu'il volerait plus tard. Il ne dit rien, mais ses yeux suivaient Marc avec l'attention d'un enfant qui note une nouveauté qu'il n'a pas encore le goût d'interpréter. Carmen observait la scène depuis la distance d'une femme qui pèse chaque geste. Marc l'avait vu rire une fois depuis son départ, un rire rare, pleinement vrai, qui venait de la satisfaction de ses enfants. Il ne devait pas imaginer regagner sa place sur ce rire d'un coup. Alors il accepta la distance et fit ce que les années d'expérience lui avaient appris à faire. Il se concrétisa. Il donna son vrai nom à quelques voisins, expliqua simplement qu'il désirait rester, travailler discrètement, être présent. Il commença à se rendre utile, refit une partie du toit de l'école, organisa une matinée de réparation des vélos pour les enfants, acheta des fournitures qui manquaient cruellement. Ses actions ne passèrent pas inaperçues. Elles éveillèrent des murmures dans le village, certains étonnés, d'autres sceptiques. Beaucoup pourtant virent la constance d'un homme qui revenait, petit à petit, et se mirent à l'observer avec un mélange d'espoir et de prudence. Une après-midi, alors qu'il aidait à fixer un tableau noir à l'école, il surprit une conversation entre Carmen et Madame Rose, la voisine, qui avait un sens aigu de ce qui devait être dit et de ce qui devait rester privé. « Il fait tout pour se faire pardonner en public, » dit Madame Rose, un peu cinglante. « Tu ne devrais pas lui donner la satisfaction. » Carmen répondit en s'éloignant, les bras chargés de linge. « Ce n'est pas pour lui que je fais attention. C'est pour eux, et je ne veux pas que la vie de mes enfants soit un théâtre pour un homme qui revient avec des discours. S'il veut être là, qu'il devienne quelqu'un de fiable, sinon qu'il parte. » Les mots résonnèrent. Marc sentit le poids de la vérité dans chaque phrase. Devenir quelqu'un de fiable serait un long chemin. Il l'avait déjà compris, troublé par les souvenirs. La nuit, il se rappelait des rires d'autrefois, et parfois il rêvait du visage de leurs enfants plus jeunes, d'un premier anniversaire manqué, d'une pâleur dans l'œil d'un enfant qui n'avait pas de père ce soir-là. Il reconnaissait dans ses propres nuits l'évidence la plus dure. On ne récupère pas les années perdues. On peut seulement travailler à acquérir d'autres jours, d'autres présences. Un matin, il trouva les garçons assis sur un banc près du ruisseau qui coupait le village. Ils jouaient avec des cailloux, faisant rouler leurs doigts dessus comme s'ils cherchaient une musique. Marc s'approcha doucement, sans interrompre. Le garçon réservé avec un livre posé à côté de lui, un vieil exemplaire de contes aux pages cornées. Sur la couverture, il lut un titre qu'il connaissait bien, les contes qu'il lisait enfant. Il se sentit subitement très proche de ce garçon timide. Il s'assit à distance, puis sortit une petite boîte en métal de sa poche, un trésor minimaliste, 2 billes, yeux brillants d'un bleu singulier. Il l'étendit à Lucas, qui les prit avec un sérieux comique, faisant mine d'être un grand. « Pour toi, » dit Marc. Lucas l'ouvrit, regarda l'objet comme s'il était précieux, puis reposa son regard sur Marc. « Pourquoi tu nous donnes des billes ?» demanda-t-il. « Tu nous connais même pas. »« C'est vrai, » admit Marc, « je ne vous connais pas encore assez, mais j'aimerais apprendre. Et parfois, les billes, c'est pour commencer. »
Le garçon sourit malicieusement, et pour la première fois depuis son retour, Marc sentit une petite porte s'ouvrir. Ce n'était pas la maison, ni la confiance, mais un chemin, une allée pavée de gestes anodins. Le soir même, alors qu'il rentrait à l'auberge, il trouva M. Bernard qui l'attendait, un verre à la main. « Tu veux savoir quelque chose ?» dit Bernard d'un ton devenu plus doux. « C'était toi, ce gamin là-bas. Tu ressembles à ces deux-là comme deux gouttes d'eau. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu devras attendre et voir. Mais attention, la patience ici n'est pas de la naïveté. » Marc hocha la tête. Les mots de Bernard n'étaient pas des reproches gratuits. Ils portaient la sagesse brute d'un villageois qui avait vu partir et revenir plus d'histoires qu'il n'aurait voulu. Les semaines qui suivirent furent un tissage de moments. Marc à la bibliothèque avec les enfants, lisant des histoires à voix haute. Marc sur le banc du parc, aidant Lucas à réparer un drone bricolé. Marc discrètement payant des factures de médicaments que Carmen avait cachées. Il maintenait ses actions loin des regards, préférant que les gestes parlent avant les discours. Parfois, il se heurtait à des portes fermées, des réponses froides, des silences lourds. D'autres fois, la présence suffisait. Un plat partagé, un livre prêté, une réparation faite la nuit. Chaque petite chose constituait une brique dans un mur de confiance fragile. Carmen l'observait, souvent silencieuse, parfois reconnaissante, mais toujours sur ses gardes. Elle acceptait certaines aides pratiques, refusait d'autres. Une fois, alors qu'il surprit son regard, elle lui offrit un demi-sourire, rapide, presque dérobé. « Tu te rends utile, dit-elle, mais ne pense pas que ça te rende pardonner. Les gestes sont utiles, mais ils ne recollent pas les nuits vides. » Il acceptait. Il avait appris à ne pas exiger le pardon. Il pressentait que sa tâche la plus sacrée serait d'accepter d'être invisible parfois, d'être présent sans chercher la reconnaissance immédiate. Un jour, un événement anodin fit vaciller cette construction naissante. Les garçons, pendant la récréation, jouaient au ballon près du vieux mur de la maison en adobe. Un coup mal ajusté, un cri aigu et l'élan d'un corps qui tombe. Marc accourut sans réfléchir. Il sentit la panique monter, l'air se raréfier. Lucas tenait son genou, le visage tordu de douleur. Rose pâle sur ses joues, il regardait autour de lui pour trouver la mère, puis se calma d'un seul regard vers l'homme qui était venu pour les aider. Marc s'agenouilla, posa sa main sur le genou du garçon, sentant la chaleur, la peur. Il regarda la petite marque sur le menton à nouveau, cette semi-lune qui avait été le déclic du retour. Les souvenirs affluèrent, la nuit où il avait quitté, une image floue d'enfant pleurant, sa propre incapacité à rester. Carmen accourut, haletante, ses mains tremblantes. L'urgence devint un pont entre eux. Elle n'avait pas de temps pour la rancœur maintenant, la priorité était la douleur de son enfant. Elle contrôla sa colère en la pliant en souci immédiat. Marc se leva, porta Lucas dans ses bras. Le bras du garçon était chaud, léger, et contre son cœur il sentit un mouvement, un battement irrégulier qui lui rappela toutes les nuits sans la présence d'un père. Ce n'était pas une scène de cinéma où l'argent pouvait payer un pansement à tout. C'était une réalité plus dure. Appels, soins, pharmacie, mots de réconfort. Marc fouilla dans sa poche, en sortit un carnet d'adresses et un numéro pour un centre médical dans la ville voisine. Carmen accepta, pas par gratitude mais par nécessité. La voiture fila sur la route poussiéreuse, avec Marc au volant, le garçon grognant doucement dans ses bras. À l'hôpital, il resta silencieux, assis dans la salle d'attente, le cœur en ébullition. Les secondes semblaient contenir une vie entière. Quand le médecin sortit, l'air était à la fois rassurant et formel. Égratignure, contusion, aucun os cassé. On recousit, on nettoya, on mit un pansement. Le héros d'un acte banal et nécessaire, non pas pour se racheter, mais pour être utile. Carmen lui adressa un regard mesuré, assoiffé de vérité. Elle ne l'embrassa pas, ne le remercia pas longuement. Elle dit simplement « Tu t'es bien occupé de lui. Merci. » Ces mots, simples, furent comme un écho qui revenait du fond d'une grotte. Marc sut à cet instant que l'urgence avait permis une parenthèse. Il avait choisi d'agir au lieu de parler. Il l'avait aidé sans attendre que la rancœur se dissolve. La nuit suivante, il resta dans la voiture, incapable d'affronter la maison encore. Il regarda les feux du village vaciller et pensa à l'image du garçon recousu, à la petite marque sur son menton qui ne serait jamais effacée, pas plus que les années perdues. Il se promit, sans grandiloquence, de façon presque mécanique, de ne pas partir. Il savait maintenant que rester était peut-être la seule rédemption plausible. Au matin, il trouva une feuille glissée sous l'essuie-glace. Sur l'enveloppe, l'écriture de Carmen, bâclée mais nette. On parle demain, 18h, place de la Clairière. Pas d'accalmie totale, pas d'embrassade, juste un rendez-vous. Une invitation au travail, à la main tendue avec prudence. Marc plia la feuille,
la mit dans sa poche comme on garde un secret précieux. Il s'assit au bord du ruisseau et observa les enfants jouer, de silhouettes indissociables malgré leurs différences. Les semaines suivantes allaient demander autre chose, cohérence, humilité et la patience d'un homme qui savait que la confiance se gagnait en tranches infimes. Il y avait encore des peurs à affronter. Carmen n'avait pas dit qu'elle accepterait. Les voisins chuchotaient. Les enfants, malgré leur curiosité, n'avaient aucune obligation de lui ouvrir la porte de leur monde intérieur. Mais Marc commença à apercevoir la possibilité d'une nouvelle route, longue, semée de doutes et de gestes concrets. Il savait que sa fortune ne serait qu'un outil parmi d'autres, et il était prêt à l'utiliser pour réparer, mais toujours en respectant l'espace fragile de cette famille. Quand il se leva, le soleil filtrait à travers les branches de l'olivier, projetant sur l'eau des éclats d'or. Marc inspira profondément. Il sentit pour la première fois depuis années que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres, mais en ce qu'il faisait pour rester. Il glissa la main dans sa poche, sentant la feuille de Carmen, le pansement du garçon encore collé sur sa peau. Il sourit sans bruit, résigné mais déterminé. La route qui s'ouvrait devant lui n'était pas rectiligne. Elle comportait des détours, des refus, des nuits d'insomnie. Mais il avait décidé de marcher. Les premières pierres étaient posées. Présence, petites attentions, secours donnés en urgence. Il n'avait pas encore gagné l'amour ni l'approbation. Il n'avait pas effacé les blessures. Mais il avait franchi un premier seuil. Être là quand cela comptait. Au détour d'une ruelle, il croisa une petite fille qui vendait des pommes. Elle le regarda comme s'il était un adulte comme les autres et lui tendit une pomme en souriant. Il la paya, la remercia et reprit sa marche vers la place de la Clairière où, ce soir-là, Carmen lui avait donné rendez-vous. Le cœur battant, il se demanda quelles conditions elle poserait, quels mots, quelles limites. Mais il savait aussi qu'il se tenait désormais devant la possibilité la plus radicale, être présent sans prétendre tout effacer. Il entra dans la clairière, trouva une pierre sur laquelle s'asseoir et attendit. Le soleil baissait, la lumière devenait plus douce. Un souffle de vent fit vibrer les feuilles et Marc serra les mains, prêt à écouter. La clairière était à mi-teinte, le soleil coulait bas derrière les chênes, lançant des bancs d'or sur l'herbe. Carmen arriva en retard, comme si chaque pas lui coûtait un morceau de confiance. Marc la vit s'arrêter à distance, les mains serrées autour d'un sac de course, les épaules contractées. Elle s'assit sur la pierre, sans regarder immédiatement l'homme qui l'attendait. Autour d'eux, le village respirait en sourdine. Un chat traversa, une femme rentra des herbes, des rires lointains de gamins qui lançaient des cerceaux. « Tu as 30 minutes, dit-elle sans fioriture. Pas de discours, pas de promesses qu'on n'entend que quand on a la bouche pleine de champagne. » Sa voix tranchait, précise. Marc sentit le froid de la condition, mais il s'était préparé à pire. Il n'était pas venu pour des effets, mais pour des règles. « Donne-les-moi, répondit-il simplement. Je suis prêt à tout écouter. » Elle posa un regard qui pesait les années perdues. « Première règle, tu ne mets pas un pied dans la maison sans qu'on t'appelle. Deuxième règle, les enfants décident quand ils veulent te voir. Troisième règle, si un jour tu t'en vas à nouveau, tu n'auras plus le droit de revenir te plaindre. Tu vois? Simple. » Marc acquiesça. Aucune de ces règles n'était une concession dérisoire. Chacun était un verrou contre un passé qui s'était fissuré. Il sentit la douleur de ses erreurs se cristalliser en responsabilité. « J'accepte, dit-il. Et je vais ajouter une promesse. Je n'imposerai rien. Je viendrai selon vos termes. Et je resterai autant qu'il faudra pour que vous sachiez ce que veut dire fiabilité. » Carmen l'observa. Les mots n'étaient pas inutiles, mais elle avait appris à regarder les gestes. Elle ne se permit qu'un demi-sourire, rapide, dont elle ne sut si elle le donnait au ciel ou à l'homme devant elle. Les semaines qui suivirent furent une succession de rendez-vous comptés, de petites concessions, d'échecs contenus et de victoires modestes. Marc respecta l'espace demandé. Il n'entra jamais sans invitation. Parfois il attendait 3 heures sur un banc, simplement pour voir Lucas reculer et revenir s'asseoir à côté de lui. Parfois Noah se glissait derrière un livre et acceptait une phrase lue ensemble. Les enfants choisissaient l'ampleur de la proximité, et Marc apprit la patience à l'ancienne. Pas de montre, pas de course, juste des silences partagés et des gestes répétés jusqu'à ce qu'ils prennent sens. Il continua ses contributions discrètes à l'école, fourniture, réparation des fenêtres, sponsoring d'un petit projet de potager pour la cantine. Il ne brandit jamais ses chèques en public. Pour Carmen, l'argent restait suspect.
Souvent il venait avec des paroles, parfois avec des conditions invisibles. Marc, apprenant, choisit la manutention humble, acheter un sac de farine, aplanir une tôle, serrer des vis lui-même. Ses mains, autrefois habituées aux poignées de macérés dans des salles climatisées, se firent rudes au contact du travail manuel. Ce fut un changement qui se vit et se sentit. La première vraie concession de Carmen fut d'accepter qu'il accompagne les garçons à un rendez-vous chez la bibliothécaire. Elle l'avait voulu simple, être présent, pas pressé. Cette fois, Lucas osera poser une question sur l'ombre d'un château qui figurait dans un livre. Marc répondit, non avec la technicité d'un homme d'affaires, mais avec la curiosité d'un adulte qui redécouvre le monde par les yeux d'un enfant. Noah, de son côté, proposa timidement une citation de poésie. Marc écouta, sincère, et pour la première fois depuis des années, il fut reconnu autrement que comme une somme. Il y eut des résistances, des reculs. Une nuit, Carmen trouva par mégarde un billet laissé sur la table, des billets pour un spectacle. Elle pensa qu'il se moquait d'elle, qu'il se permettait des gestes théâtraux. Elle brûlait un instant de colère, et les voisins chuchotèrent que l'homme redevenait le même. Marc, quand il sut, n'acheva pas d'excuses. Il vint frapper à sa porte, publique, et s'agenouilla devant les enfants. Il avait dépensé de l'argent pour une initiation musicale gratuite pour les deux garçons, mais avait oublié d'en parler à Carmen. Le geste avait été maladroit. Au lieu d'expliquer, il demanda pardon. La franchise, plus que l'orgueil, fit sa place. Carmen ne l'accepta pas tout de suite. Elle répondit par un silence long, puis dit mieux que 1000 phrases. L'un des tournants, petit et immense à la fois, survint un samedi soir. La météo avait promis des orages. Le ciel tenait bon, mais des nuages lourds s'agglutinaient comme des promesses renvoyées. La maisonnée avait un problème électrique. La vieille bouilloire était morte, et sans lumière, la soupe manqua de chaleur. Carmen se retrouvait à jongler entre deux emplois, fatiguée, et les enfants essayaient d'aider. Marc, qui avait appris à repérer la fatigue sur le visage de la femme qui l'avait laissée, vint sans prévenir avec une lampe et une petite cuisinière portative qu'il avait achetée sans ostentation. Il resta dehors, dans la pénombre, pendant que Carmen l'installait. Il l'aida à porter les sacs, resta à distance quand elle le remercia d'une syllabe. Les garçons levèrent les yeux et virent confusément un homme qui effectuait des gestes ordinaires. La confiance est faite de répétition, pas d'explosion. Petit à petit, la présence de Marc cessa d'être un catalyseur d'alarme pour devenir une option possible dans l'air. Il n'abolit pas les cicatrices, il permettait à la colère de respirer. Carmen posa des questions parfois cruelles. Où étais-tu quand Lucas avait 3 ans? Pourquoi ne répondis-tu jamais à mes lettres? Marc se tint dans la vérité. Il n'excusa pas son départ. Il en parla comme d'une faute claire et simple. Il avait choisi le monde, et le monde l'avait emporté. Ses aveux, dépourvus de stratégie, furent peut-être ce que la femme cherchait le plus. Elle n'exigea jamais le récit exhaustif. Elle voulait une constance humaine. Marc la lui donna. Un jour, Lucas, qui avait pris l'habitude de sauter sur la vieille moto du voisin et de la pousser dans l'herbe pour imaginer des courses, se blessa de nouveau. Une entorse cette fois, moins spectaculaire mais assez douloureuse pour refuser l'école. Carmen, qui était en service, appela Marc par nécessité. Il arriva en courant, l'âme au bord d'un précipice. « Tu peux le garder chez toi ?» demanda-t-il. Il avait été interdit d'entrer dans la maison, mais rien n'interdisait de garder l'enfant chez lui une après-midi. Carmen hésita, puis céda. La mère savait la différence entre le principe et l'urgence. Dans la voiture, pendant que Lucas somnolait avec une poche de glace sur le genou, Noah s'accrocha à la poignée et posa, enfin, la question qui pesait depuis des mois. « Si on t'appelle papa, est-ce que tu vas partir encore ?» Marc eut une contraction soudaine du cœur. Aucun contrat d'affaires ne l'avait préparé à un tel marché. « Non, répondit-il, la voix basse. Je ne partirai pas. Je ne peux pas promettre l'impossible, mais je peux te promettre que je resterai aujourd'hui, demain, et tant qu'il faudra que tu m'acceptes. » Les mots étaient simples, mais ils furent vivants. Le garçon, qui ne maniait pas encore la duplicité des adultes, ferma les yeux et, comme par un test d'habitude, se laissa aller. L'entorse n'effaça pas la mémoire du passé, mais elle permit une avancée, une parole scellée par une action. Le premier hiver de leur tentative commune amena aussi des jours de tendresse presque timide. Marc acheta un vieux manteau d'enfant, bien usé mais chaud, pour Lucas. Un soir, il trouva Noah absorbé par une rédaction sur les métiers de ses rêves. Ils parlèrent de livres, plus tard, en riant, comme si parler était un jeu où l'on échangeait des pièces. Il y eut une terrasse de voisins où l'on fit une petite fête d'anniversaire, sans fleurs dorées ni journalistes.
Juste des gâteaux faits maison et une chanson que Monsieur Bernard improvisa. Carmen, assise à la table, laissa échapper un sourire qui n'avait rien d'idée mi-sourire. Un sourire entier, qui montra une dent, un trou, une fatigue allégée. Ces petites fêtes, minuscules et réelles, cimentèrent la trame fragile. Mais il fallut aussi faire face à d'autres essais sérieux. Un appel d'affaires demanda à Marc de partir pour une semaine. Carmen, informée, sentit la vieille peur renaître. Encore une absence. Elle demanda, sans colère mais ferme, « Tu peux laisser ton téléphone éteint ? Ta présence n'est pas une ligne ouverte. Si tu pars, c'est pour travailler, pas pour fuir. Tu peux me donner des nouvelles régulières. Et pas une seule lignée qui parle de toi. Je veux des nouvelles des enfants. » Marc accepta la condition. Il prit la route, mais son esprit resta plus souvent que nécessaire fixé sur les petites figures du village. Les promesses à distance sont fragiles. Mais il composa des messages courts, précis, envoyant une photo d'un livre acheté pour Noah, un petit mot à Lucas en forme de devinette. Il revint après quelques jours, non acclamé, mais attendu. Carmen l'observa revenir, jugea ses gestes, et nota l'absence de stentation. Il semblait réel. Parmi les gestes qui firent basculer la méfiance vers une acceptation plus durable, il y eut une demande que Marc fit à Carmen, presque comme une épreuve partagée. Il proposa, en toute humilité, d'organiser une petite table ronde au village. Des hommes qui avaient quitté puis tenté de revenir viendraient témoigner, non pas pour justifier, mais pour écouter. Carmen leva un sourcil. Elle accepta à une seule condition. Il n'y aurait ni mise en scène, ni place à l'excuse. Les hommes ne venaient pas pour plaider, mais pour entendre. La réunion fut modeste. Chaque témoignage fut bref. Un homme parla de son orgueil, un autre de sa vanité. Un troisième, les yeux pleins, avoua la peur qu'il avait d'affronter ses enfants. Marc ne cherchait pas le premier mot. Il parla de responsabilité. Carmen, dans la salle, le regarda. Ce fut un moment de preuve publique, où l'on disait des choses qui, chez eux, devaient rester intimes. Cela salua le tournant. L'homme n'était plus seulement une ombre furtive. Il était un sujet, assumé, devant la communauté. Le cœur de l'histoire cependant tint en un après-midi de printemps, où Marc décida qu'il fallait parler avec les enfants. Pas pour imposer un titre, mais pour leur offrir la vérité, libre et adaptée. Carmen accepta, à contre-cœur, qu'il exprime sa filiation, mais elle posa une exigence sévère. La vérité serait dite ici, maintenant, sans manœuvre. Les garçons étaient assis sur l'herbe, un panier entre eux, des tartines étalées, et des insectes faisaient leur musique. Marc s'agenouilla, chercha les yeux de Noah, puis ceux de Lucas. Il prit une respiration et parla avec une clarté soigneuse. « Je ne veux pas que vous le sachiez par rumeur, dit-il. Vous devez l'entendre de ma bouche. Je suis votre père. » Les deux garçons se figèrent. Ils n'avaient pas demandé ce titre, et pourtant il descendait comme un soleil nouveau. Lucas d'abord fut silencieux, la bouche entr'ouverte. Noah, qui constituait souvent la boussole antérieure de leur duo, posa la question la plus directe, l'une de celles qui n'épargnait aucun adulte. « Pourquoi tu es parti ?» Marc sentit la flèche du regret traverser sa poitrine. Il répondit sans détour, déposant sa faute comme on dépose un objet lourd. Il avait choisi sa carrière. Il avait cru pouvoir concilier tout, mais il avait trahi. Il n'excusa rien. Il n'embellit rien. « J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Je n'étais pas assez homme pour respect. Je pensais que je pourrais rattraper le temps plus tard. Mais on ne rattrape pas le temps volé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est être là et vous montrer que je peux être fiable. » Noah inclina la tête. Il n'y eut pas d'explosion, juste une série de questions pratiques, celles d'enfants. « Tu vas revenir chaque jour ? Tu peux assister à mon match ? Est-ce que tu sais faire des crêpes ?» La vérité, dite simplement, perdit son aura dramatique et devint matière. Lucas demanda ensuite avec une franchise désarmante « Est-ce que tu veux être mon père, alors ?» Marc eut une émotion si forte qu'il manqua de mots. Il tendit une main, hésita, puis posa les doigts sur l'épaule du garçon. « Oui, dit-il. Et si tu veux, on peut commencer par des choses simples. Aller voir tes matchs, lire avec toi, apprendre à faire des crêpes ratées et après correctes. » Ils rirent tous, d'un rire qui faisait trembler, un rire fragile mais sincère. La parole avait emboîté les pièces. C'était pas un pardon, c'était un marché. Vérité contre opportunité. La scène qui suivit fut celle qui consolida la relation, non par une pompe sentimentale, mais par une preuve d'engagement. Lucas eut une blessure plus sérieuse lors d'un match, une collision, un silence qui fit se resserrer l'air, un genou en sang. Cette fois, l'État demanda plus qu'un pansement.
un point de suture, une nuit à veiller. Marc prit sa place sans barguigner. Il resta à l'hôpital, tenant la main du garçon, regardant Carmen qui avait les traits tirés. Il écouta les explications du médecin, et après tout, resta. Pendant ces heures, il ne fit pas un geste grandiloquent. Il fit ce que tout père devrait faire. Il fut patient. Il resta, et ce simple acte apporta une révélation silencieuse. La présence soutenue vaut plus que 1000 discours. Après cette épreuve, Carmen céda davantage. Elle dit à Marc un soir, alors qu'il raclait la vaisselle commune à la lampe, qu'elle accepterait un essai, un pacte de cohabitation part-time, pas d'union immédiate, mais une vie partagée sur des périodes fixées. Marc accueillit la proposition comme un trésor. Il la formula sans pompe. « Je veux être ici pour vous. Si un jour vous me dites que je dois partir, je partirai sans amertume. Mais si vous choisissez encore, je bâtirai. » La demande qu'il fit à Carmen plus tard ne fut pas une proposition ostentatoire. Il ne préparait pas un événement instagrammable. Il la conduisit à la clairière, le lieu où tout avait débuté, vêtu de son manteau usé et d'un sourire incertain. Il avait choisi un anneau simple, pas un bijou de luxe, mais une alliance modeste, façonnée d'un métal doux, appuyée par un petit ruban de cuir trouvé dans un marché local. Il avait même demandé à Madame Rose d'aider à choisir la bague, comme un hommage au village qui avait été témoin de la réparation. Il s'agenouilla, non par besoin de culte, mais par courtoisie, et il demanda avec une voix qui trembla à peine. « Veux-tu qu'on essaie de faire une famille, Carmen ? Veux-tu qu'on construise, lentement, sans promesse impossible, mais avec des actions ?» Les mots étaient simples. Carmen regarda les enfants qui étaient à côté, yeux ronds, puis elle fixa l'homme qui avait grandi, en quelques saisons, plus que le temps. Elle posa sa main sur la tête de Lucas, puis sur celle de Noah, puis laissa sa main se poser sur celle de Marc. « Oui, dit-elle enfin, mais à une condition. Tu dois continuer de prouver que tu tiens. Si un jour on te dit que c'est trop, tu devras le comprendre. » Marc accepta. Le village fut témoin d'une petite fête après le consentement, un repas partagé sur des tables de bois, des bougies, une chanson. Ce n'était pas un mariage fastueux, c'était une affirmation collective, un choix pris devant ceux qui avaient vu l'homme partir et revenir. Les voisins apportaient des plats, certains pleuraient en silence parce qu'ils savaient que la réconciliation n'était pas acquise, mais méritée. Les premiers mois qui suivirent le oui furent une suite de réajustements. La vie commune ne ressemblait pas aux brochures. Il n'y eut pas d'harmonie parfaite, mais beaucoup de discussions sur qui ferait quoi, sur comment répartir les tâches, sur les comptes. Marc accepta de couper ses comptes. Il donna accès à des ressources pour la maison et l'école, mais toujours avec réserve et sans montrer sa main. Carmen réapprit à demander de l'aide sans en avoir honte. Les garçons, qui maintenant avaient une figure paternelle stable, continuèrent d'évoluer. Lucas gagna en assurance sur le terrain. Noah publia une petite chronique dans un journal local après avoir remporté un concours d'écriture. Les victoires étaient modestes mais vraies. Les années passèrent et la famille connut des épisodes de joie et des épreuves communes. Carmen reprit des études du soir, encouragée par Marc qui finança une formation en gestion communautaire. Elle découvrit un nouvel élan et à la fois l'assurance de se tenir sur ses deux jambes. Marc, quant à lui, adapta sa vie professionnelle. Il garda des affaires en ville mais limita ses déplacements, transforma un bureau en ville en un lieu de réunion ponctuelle, choisit de placer une partie de sa fortune dans des projets locaux durables, la bibliothèque, l'école, une petite épicerie coopérative. Il le fit sans fanfare, car il savait que l'argent n'achète pas la confiance, mais qu'il peut, s'il est bien utilisé, éditer des conditions de tranquillité. La réputation de l'homme qui était parti se transforma graduellement, de sujet de commérage à celui d'un homme qui avait choisi la réparation. Il n'y eut pas d'épilogue parfait, mais des dizaines de matins indistincts où il se levait pour faire le café, réparer une serrure, signer une autorisation pour une sortie scolaire. Ce quotidien, qui se tissait loin des projecteurs, fut la vraie victoire. Un soir d'automne, quelques années après leur mariage, Carmen et Marc eurent contre toute attente un troisième enfant. Ce fut un petit événement, célébré avec pudeur. La nouvelle fut accueillie comme un fruit tardif, mais chéri, une preuve que la vie peut offrir des secondes vies. Le village, qui avait vu la famille se reformer, offrit une petite fête. Les deux frères, maintenant adolescents, endossèrent des rôles nouveaux, procoteurs, souvent taquins, parfois tendres. Ils veillaient sur le bébé comme s'ils portaient la colle qui avait réparé la maison. Marc, qui tenait le berceau la première nuit, sentit une émotion si forte qu'elle l'enserra. Il n'avait pas le droit de faire croire que tout était blanc, mais il accepta la charge réparatrice avec gravité et joie. Les années longues apportèrent leurs promesses tenues. Carmen termina sa formation et travailla ensuite à la gestion d'une coopérative locale. Elle se trouva un nouveau sens et sa confiance en soi, longtemps érodée, reprit corps. Les garçons poursuivirent leurs études. Lucas devint entraîneur des jeunes de l'école, transmettant ce qu'il avait reçu.
Noah partit pour la ville à l'université, étudiant les lettres, cultivant un regard curieux sur le monde. Marc, désormais maître d'un équilibre plus fragile et plus riche, établit une fondation pour aider d'autres villages, mais il le fit d'une façon qui laissait la liberté aux communautés de décider. Un épilogue qui tient n'est pas un compte-rendu d'avenir parfait, c'est un tissage patient. 15 ans après son retour, la maison en adobé avait les fenêtres refaites, le potager prospérifia et la bibliothèque du village possédait une halle pour les jeunes. Lucas avait la moitié d'une petite équipe qui l'entraînait, et Noah écrit des chroniques régulières sur la vie rurale, parfois même évoquant la figure du père, non comme une idole, mais comme un homme qui avait appris. Carmen, la protectrice, avait des rides au coin des yeux qui rendaient ses sourires plus vrais. Elle avait aussi appris à laisser l'homme tenir sa part sans que cela diminue sa valeur. Une journée d'été, la famille se réunit au bord de la rivière. Les enfants, adultes, venaient avec leurs propres histoires et leurs propres enfants. Marc, maintenant dans la cinquantaine, regarda autour de la table. Il vit une fille de 10 ans qui prit une fourchette avec application, un garçon qui portait fièrement une coupe de football au reflet empoussiéré. Il leva son verre, pas pour célébrer un triomphe matériel, mais pour marquer la survie de ce qui compte. À ceux qui restent, dit-il d'une voix claire, à ceux qui apprennent à revenir et à ceux qui acceptent de recevoir. Carmen prit sa main, la regarda, et dans ses yeux il lut la reconnaissance sans complaisance. Elle savait tout ce que le parcours avait exigé. Elle savait qu'il y avait des dettes immatérielles qui ne seraient jamais effacées, mais également qu'une vie partagée rendait les dettes moins lourdes. Les garçons, désormais hommes, vinrent se poser à côté de lui. Lucas, qui portait encore le goût du jeu, posa la tête sur l'épaule de son père comme on retrouve un appui ancien. Noah, qui aimait toujours les mots, dit simplement « Tu ne nous as pas donné l'enfance parfaite, papa, mais tu nous as donné la chose la plus rare, la persévérance. » Ces mots résonnèrent. Marc sourit, avec une humilité qui n'était pas déni mais acceptation. Il n'avait pas effacé le passé, il n'avait pas pris à en prendre soin. Dans le village, la réputation de l'histoire resta. On racontait parfois l'épisode du milliardaire qui était revenu pour des fleurs, puis qui avait finalement planté des arbres. Les enfants du village connaissaient la maison en adobe et la clairière comme un lieu où les vices réparaient. Certains y venaient pour s'inspirer, d'autres pensaient qu'il fallait aussi du courage pour rester quand on pouvait craquer. La dernière image se déroula lors d'un soir calme. La famille était réunie autour d'un repas simple. Marc leva son verre pour un toast discret. Il ne fit pas de discours grandiloquent. Il fit ce que l'homme sait faire quand il a appris. Il prononça la gratitude. « Merci, dit-il à Carmen, au garçon, à la vie et au geste. Merci de m'avoir laissé venir encore et de m'avoir montré que la richesse est d'être ici. » Carmen répondit par un sourire, et la maison, éclairée de l'intérieur, sembla alors moins fragile qu'avant. Les lampes projetaient des ombres douces sur les murs en adobe, et dehors, la rivière chantait son refrain. Les 2 marques sur le menton des frères, héritage d'un visage passé, restaient comme un signe discret, témoin d'un instant qui avait tout déclenché. La rédemption, ici, n'avait pas été un miracle unilatéral. Elle avait été un ouvrage lent, fait d'humilité, de travail et de choix constants. Marc avait appris que l'argent pouvait offrir des outils, mais jamais la substance du pardon. Carmen avait appris à reconnaître que la force des actes pouvait parfois recoudre les nuits vides. Les enfants avaient découvert que les mots « père » et « famille » pèsent plus que l'étiquette et qu'ils se construisent avec du temps. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances.